ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Savoir adapter sa stratégie immobilière en fonction de ses objectifs avec Joris Crouzil. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Joris. J'ai eu envie de l'interviewer parce que sa philosophie m'a tout de suite parlé. Mettre l'immobilier au service de son temps, c'est vraiment la doctrine des investisseurs sereins. Je me suis donc dit, c'est parti, il faut qu'il vienne sur le podcast. Concrètement, je sais juste qu'il a fait pas mal d'invests, qu'il est devenu libre et qui gère en tout cas une partie de ses chantiers à distance. Donc en fait, je me suis dit, c'est super intéressant, il faut absolument qu'il partage son expérience. Donc j'espère que je ne me suis pas plantée. En réalité, je connais très peu de choses sur lui et on va le découvrir ensemble lors de cet épisode. Salut Joris, comment ça va ? Bien, très bien, et toi? Je suis ravie de t'avoir parmi nous et j'ai trop hâte de te découvrir. Je ne sais même pas où tu habites en ce moment. Ça se trouve, on habite l'un à côté de chez l'autre. Mais ça a l'air plus lumineux chez toi. C'est très lumineux. En fait, je navigue beaucoup entre région parisienne et région toulousaine, puisqu'originaire de Toulouse, et puis après, je suis principalement aussi sur région parisienne. Et comme tu le disais, au final, moi, je peux aujourd'hui travailler un petit peu de n'importe où. Là, je rentre, tu vois, j'ai fait un tour, j'étais à Aix, Montpellier, Perpignan. Là, je suis posé à Toulouse. Je vais remonter ensuite à Paris. L'idée, c'est de pouvoir naviguer entre famille, un peu business, un peu voilà, rencontre aussi. Trop bien, trop bien. Donc du coup, on va commencer depuis zéro. Tu vas passer à la casserole façon Dorine. Je vais te demander déjà pour commencer d'où tu viens en fait en termes de... Enfin, j'aime bien comprendre, parce que pour moi, je le redis rapidement au micro, c'est que moi, plus le temps passe là, plus je rencontre des gens, plus j'accompagne des gens en immobilier, etc., plus je me rends compte que c'est dans la tête que ça se passe, quoi. Et je trouve ça super intéressant de comprendre ton point de départ, c'est-à-dire ton enfance, comment tu as grandi, quelles étaient un peu les croyances qu'on t'a mis dans ta tête depuis tout jeune, ou en tout cas les choses que tu as voulu garder, et les choses que tu as voulu jeter. Mais en tout cas, ton point de départ dans la vie, c'était quoi? Point de départ, enfant, donc originaire de Toulouse, du coup, famille modeste. Hein, mon père bosse à Castorama, donc peut-être le petit côté travaux et manuel que je n'ai pas du tout, mais au moins qui compense. Et après, en fait, je pense qu'en termes d'éducation, très sportif, j'ai fait beaucoup de sport, foot, tennis, équitation, depuis très jeune, aussi bien du sport co que du sport individuel. Gros esprit compétiteur, mais compétiteur envers moi-même. En fait, tu vois, bon, ok, les autres, c'est cool, mais c'est toujours un peu même, tu vois, tennis, ben, c'est solo, équitation, pareil, et c'est toujours de se surpasser un petit peu, de faire mieux que la veille, etc. J'ai toujours eu cet état d'esprit de ma plus jeune enfance jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, mais au moins jusqu'au post-bac. Et ensuite, niveau, on va dire plutôt éducation scolaire, etc., j'ai fait des grandes études, mais ça a été toujours dans un but de garder le choix. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un côté où à chaque fois, à chaque étape, tu vois, bac plus 2, bac plus 3, etc., ça a toujours été de garder un peu la possibilité de faire un petit peu ce que je voulais derrière, tu vois, de pas me fermer une porte en me disant, j'ai fait, OK, une école de chimie. Après, si je veux faire chimie pure, ben, je reste peut-être que dans des laboratoires, je suis fermé dans cette porte-là. Donc, j'ai fait une option gestion de projet pour ouvrir sur d'autres thématiques, d'autres sujets. Voilà. En fait, j'ai toujours eu, je pense, cette ligne directrice de garder des portes ouvertes et de me dire, ben, tant que je suis pas bloqué, j'avance. Je sais que je pourrais toujours faire marche arrière à un moment donné si je me suis trompé. Mais par contre, ben, derrière, en fait, ça me laisse le choix de travailler en gestion de projet, de travailler en chimie, de travailler en aéronautique, peu importe, en termes de géographie et de thématique. Alors, attends, moi j'aime bien creuser un petit peu. Du coup, toi, tu penses, par exemple, que ton esprit est compétiteur, en tout cas d'avoir envie de donner le meilleur de toi-même et d'avoir le plus de possibilités possibles. Est-ce que c'est quelque chose d'inné, génétique, ou est-ce que c'est tes parents quand même qui t'ont montré une sorte de modèle comme ça?
Très bonne question. Je pense que c'est surtout inné, parce que quand je compare par exemple au parcours de mes parents, eux restent toujours dans la même entreprise depuis leur début, un peu à l'ancienne génération. Mais ils ont toujours été un peu touche à tout, à vouloir découvrir. Je pense qu'on en parlera un petit peu. C'est mon père qui m'a mis le pied dans l'immobilier. Donc, ils ont toujours eu cet état d'esprit de s'intéresser aussi à d'autres choses, même s'ils étaient dans une voie, de toujours s'intéresser à autre chose. Et je pense que c'est ça qui, un côté inné, plus cette éducation-là, à me dire, OK, même si moi je m'intéresse pour la chimie, s'intéresser peut-être qu'est-ce que je pourrais faire si je faisais autre chose, etc. Donc, garder un état d'esprit ouvert, ça, je pense que c'était plus sur le côté éducation. Ouais. Et par rapport au modèle financier que tes parents t'ont inculqué, est-ce qu'eux-mêmes étaient investisseurs? Enfin, comment ou pas? Est-ce qu'ils étaient résidence principale? Enfin, Ouais. Modèle financier, ce qui s'est passé, c'est que pas forcément des gros salaires, hein, ils devaient être entre 1 200 et 2 000 € par mois en fin de carrière, entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai que, comme je disais, c'est un peu qui m'ont lancé sur la partie immobilière, notamment. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 95, il y a un petit moment maintenant, ils ont déménagé centre Toulouse vers la campagne, d'un appartement vers une maison. Et au moment où ils voulaient vendre l'appartement, ça se vendait pas de marché, ça se vendait pas. Ils n'avaient pas une obligation de vendre. Donc, eux, ils étaient toujours en mode résidence principale, hein, tout ce je pense qu'on avait à l'époque et on avait l'idée à l'époque. Puis, il s'est dit, mais ça se vend pas, c'est pas grave. Je mets en location, j'ai pas une obligation de vente. On trouve une petite mamie, enfin, il trouve une petite mamie qui reste 5 6 ans dans l'appartement. Et dans 5 6 ans, il se dit, attends, la petite mamie, le loyer qu'elle me paye, ça me rembourse mon crédit à la banque, voire un petit peu plus, les charges, etc. Donc là, entre guillemets, je peux demander à la banque qu'elle me prête de l'argent, mettre quelqu'un à l'intérieur, et cette personne rembourse ce que je dois à la banque, plus les charges. Donc en gros, c'est comme si gratuitement, dans 15 20 ans, j'avais un appartement, en fait, pour rien, j'avais un appartement dans 15 20 ans. Ça a fait un premier déclic, surtout du côté de mon père, qui est pas très chiffre et pas très financier, donc il s'est retourné ça dans sa tête pendant des mois et des mois en se disant, il manque quelque chose. Il y a quelque chose que je vois pas. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. super Et phrase. là, je te raconte ce qu'il me raconte, un mot pour mot. Il me dit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans quasiment, il a creusé pour se dire mince, parce qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'Internet, on ne pouvait pas avoir vraiment ces informations-là qu'on a aujourd'hui. Et jusqu'au moment, il a dit ben, c'est pas grave, je fais sur un studio et je teste en fait. Il a testé sur un studio, un deuxième, un troisième, et puis il est arrivé à aujourd'hui, je pense qu'ils ont une dizaine d'appartements. On en parlera, je pense, après en termes de stratégie, fiscalité, exploitation, etc. Pas du tout optimisé comme on le connaît aujourd'hui, mais en fait, ça a le mérite d'avoir été fait, de pas se dire ah j'attends plus tard ou je repousse. Au moment où il a compris, s'est rassuré, ben, ils ont continué à l'opportunité d'enchaîner un peu les investissements, hein, un tous les 2 3 ans, etc. Avec une vision vraiment retraite à ce moment-là. Et du coup, tes parents, je sais pas quel âge t'as, mais ils sont à la retraite ou pas encore là? Alors, mes parents, moi j'ai 33 ans, mes parents ils ont 58 ans. Donc il leur reste, alors maintenant avec les nouvelles réglementations, ça repousse tous les ans, on repousse de plus, mais il leur reste au moins 4 5 ans, je pense, avant la retraite. Mon père, depuis 2 ans maintenant, s'est mis à mi-temps grâce à l'immobilier. On garde aujourd'hui, enfin on garde parce que c'est une réflexion familiale, hein, son salaire, enfin son emploi, surtout pour les trimestres pour la retraite. Mais ben, tu vois, demain, on doit faire un point avec l'expert comptable pour voir si finalement, on ne pourrait pas le salarier de notre société de marchand de biens, par exemple, et garder ce cumul de trimestres de retraite et qu'en parallèle, lui, ben, se mettre plus sur de la chasse, de la recherche de projets immobiliers sur du marchand, qui au final, vis-à-vis ce qu'il touche aujourd'hui comme salaire, si on fait un projet de marchand dans l'année, ça y est, C'est rentabilisé, ouais. il a rentabilisé et moins de contraintes. Voilà, il peut bosser un peu d'où il veut, au moment où il veut, ou le souhaite, etc. Donc, avec un peu plus de liberté d'esprit, on va dire. Et du coup, tes parents, ils sont toujours ensemble? Ouais, toujours ensemble. Et ta maman l'a toujours soutenu là dans ses projets? Enfin, comment ça s'est On a passé? toujours soutenu. Elle est plutôt côté financier comptable, pas expert comptable, mais elle gère voilà, un peu la comptabilité. Elle travaille à l'éducation nationale. Donc, on va dire en termes d'emploi, on va dire un des emplois presque les plus sécurisés. Elle se plaît énormément dans ce qu'elle fait. Donc, voilà, aujourd'hui, elle nous aide plus sur la partie déco et un peu administratif. Tu vois, chacun un petit peu son rôle dans nos investissements. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et du coup,
elle soutient, elle est venue avec nous faire de la peinture. Voilà, c'est on fait. Trop bien. Ah, mais t'es le premier, je crois que j'interviewe, qui a déjà dans sa famille quelque chose d'un peu construit, on va dire, en termes d'immobilier. Enfin, c'est rare et c'est chouette. C'était la chance, hein. Moi, je le cache pas du tout. Au contraire, tu vois, je rentre là, je viens de passer 2 jours avec mon père à fond sur le terrain. Voilà, et là, le lundi, il travaille pas le lundi, le vendredi, par exemple. Donc, on en profite pour, nous, de temps en temps, aller sur place pour donner un coup d'accélérateur. Et donc, voilà, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en 2016, on va dire vraiment. Et puis maintenant, je porte un peu plus les projets sur la stratégie, etc. Mais heureusement qu'il est là parce que moi, mettre un clou dans un mur, c'est pas mon truc, hein. Donc, Ok. Et du coup, t'as des frères et sœurs? Enfin, je savais pas si... j'ai une petite sœur. Elle est dans les sociétés. Pour dire qu'elle est dans les sociétés, elle a un petit pourcentage. Mais voilà, si elle commence à nous gérer un peu, elle répondait un peu aux messages sur Airbnb parce qu'on a mis quelques appartements en location courte durée. Comme elle en fait aussi de son côté. Du coup, on lui a dit, ben, tiens, si tu sais pas trop quoi faire, elle faire de la peinture ou l'administratif, c'est pas trop son truc. Mais là-dessus, elle me dit, ah, ben, pourquoi pas. Donc, on essaie de trouver un petit rôle un peu à chacun. Et aujourd'hui, on l'a surtout fait il y a 3 ans à peu près, investir dans sa résidence principale parce que ben, même si à titre perso, on n'a pas de vocation à investir dans l'immobilier, je conseille à tout le monde au moins d'acquérir sa résidence principale. On capitalise dessus, on utilise sa capacité de financement. Et bon, là, en plus, on l'a fait faire presque un fois deux en 4 ans, donc en choisissant les bons secteurs, etc. Donc, bah, voilà, Bah ouais. 5 6 ans encore, elle sera très contente de l'avoir fait. Ouais, c'est ce que je dis toujours dans le podcast aussi, c'est que le pire du pire, c'est de rien faire du tout. Et que quitte à ce que tu te sens pas de construire le patrimoine du siècle en investissement locatif, au moins achète ta résidence principale. Si tu veux rien faire, fais au moins ça, quoi. Au moins, moi, je l'ai fait beaucoup parce que je travaille en région parisienne. Donc, avec mes collègues de boulot, tout le monde savait ce que je faisais quand j'étais salarié. Je faisais l'immobilier, je le cachais pas du tout. Et j'avais un groupe de collègues de boulot assez jeunes, en 25, 30 ans à peu près à l'époque. Et au final, je les ai tous un peu aidés à acheter leur résidence principale parce qu'ils me disaient à ce moment-là, ouais, est-ce que tu penses que ça vaut le coup, etc. Je pense qu'il faudrait que je recontacte mon Angleto. Ils ont fait x4, x5, ils ont acheté juste avant. Je lui ai dit, mais oui. Je lui ai dit, eux, ils me voyaient moi en train d'enchaîner. Donc, ils disaient, non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, etc. Non, pas de souci. Mais au moins, fais quelque chose. Fais-en un, tu pars en expatriation, tu le mets en location, tu reviens, tu le récupères. Tu verras que dans le temps, sur la moyenne durée, tu seras toujours gagnant. Ah non, mais merci. Mais j'espère vraiment, là, les auditeurs, hein, vous avez écouté ça. Rien faire, c'est le pire du pire. Donc, au pire, si jamais vous avez pas la motive, faites au moins une RP ou un truc simple. Mais ne rien faire, c'est assez dommage, quoi. Parce que, ouais, c'est vraiment dommage. En plus, moi, je trouve que les prix de l'IMO, même en ce moment, ils sont quand même super intéressants. Donc, même si les taux sont élevés, moi, je suis persuadée que toutes les personnes qui ont acheté aujourd'hui, en ce moment, dans 10 ans, elles vont être quand même sacrément contentes de l'avoir fait, quoi. Le taux, dans 2 ans, il se renégocie. Bah On a ouais. pas de boule de cristal, on a fait quelques études de marché, d'économie de marché. Voilà, d'ici 2 ans, on devrait retomber entre 2 et 3. D'ici 2 3 ans, ok. Un investissement, c'est sur du moyen terme. Moi, j'ai toujours une vision au moins à 7 ans, à peu près, sur du locatif ou de la RP. Enfin, sur de l'achat, on va dire, pour soi. Mais à ce moment-là, voilà, il y a plusieurs vies de taux immobiliers, taux d'emprunt d'ici là. Donc, ça va sûrement rebaisser. Ça pourra se renégocier à ce moment-là. Et au final, ben, pendant ce temps-là, pendant ces 2 3 ans, on aura capitalisé. Le bien, il aura sûrement pris de la valeur. Donc, plutôt que si on n'avait rien fait, ben, on n'aurait pas changé de situation. Non, mais c'est génial. Et alors, en plus, maintenant, franchement, tu m'as inspiré plein de questions par rapport à ton histoire que je trouve assez spécifique. C'est que moi, typiquement, avec Cyril, du coup, mon mari, quand on a investi, en fait, nous, on part entre guillemets de zéro, dans le sens où on n'avait pas de parents. Alors, enfin, je fais un raccourci, parce qu'en vrai, mon père avait fait de l'immobilier, mais au final, il a tout cramé. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, en fait, on part, entre guillemets, on construit de zéro et un peu de par nous-mêmes. Et on a nos enfants. Et j'ai vraiment cette envie de leur inculquer l'envie, j'espère en tout cas, de faire aussi de l'immobilier ou au moins soit de maintenir un peu notre patrimoine à flot et que ça leur permette de vivre une vie. Tu vois, s'ils veulent faire de la recherche parce qu'ils sont passionnés de recherche ou d'océanographie, bah, qu'ils puissent le faire parce que financièrement, ils n'ont pas le stress de devoir faire un truc qui les intéresse pas. Enfin, j'ai envie qu'ils puissent vivre une vie
épanouissante. Et toi, tu as l'expérience du coup un petit peu déjà de l'enfant qui a eu un modèle peut-être pas archi ambitieux, mais en tout cas qui est déjà pas mal. Comment toi tu penses que tes parents ont réussi à te donner cette envie? Enfin, est-ce qu'il avait envie que tu aies cette envie? Enfin, comment ça s'est passé en fait cette transmission? Ouais, cette transmission s'est passée un peu par hasard, alors de mes souvenirs. Moi, j'ai vécu, j'étais expatrié au Brésil pendant 3 ans quand j'ai commencé à travailler. Et à un moment, je suis rentré, donc rentré en France. Je suis passé donc expatriation, hein, tout est payé par la boîte, dans des très beaux appartements, etc. À me retrouver en rez-de-chaussée sur un appartement en région parisienne assez sombre, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, c'était trop bien ces 3 ans, super expérience humaine, etc. Par contre, ben, là, je rentre à Paris, pas trop le choix. Et l'idée, c'était de commencer, j'avais fait un peu d'argent de côté, c'était de commencer à me dire, OK, est-ce que je vais peut-être commencer à faire quelque chose pour moi à ce moment-là, commencer à trouver quelque chose? Bourse, enfin, à l'époque, ouais, je connaissais rien du tout en termes d'investissement dans le sens général. Et je commence à en discuter avec mon père. Mon père me parlait toujours à l'époque ben, de ses appartements. Tu vois, il était toujours sur le terrain, un peu à droite, à gauche, remettre un coup de peinture, remettre un locataire, voilà, devoir tout un petit peu gérer de son côté. Donc, on en parlait de temps en temps, mais j'avais une vague idée de à quoi ça correspondait sans trop être rentré vraiment dans le sujet. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand je suis rentré en France, je me suis dit, bah, écoute, on en a discuté, je dis, ça pourrait être cool de faire ça ensemble. Moi, en plus, vivant, je savais que j'allais repartir à l'étranger, c'était très compliqué de pouvoir tout acheter et mettre en place à distance. Lui avait déjà cette expérience plus terrain, etc. Moi, j'étais, on va dire, ingénieur, je gérais toute la partie financière des projets pétroliers. Donc, le côté finance, stratégie, c'était un peu mon domaine. Donc, je lui dis, bah, écoute, est-ce que, peut-être qu'on fait un truc ensemble avec maman, avec la petite sœur et on fait un premier appartement et on voit comment ça avance. Donc, bon, au final, c'est fait pas à pas. On a commencé comme ça en discutant. Il m'a dit, bah, OK. Puis, moi, j'ai posé tous les chiffres, pareil, dans tous les sens. À l'époque, en 2016, hein, tous les réseaux sociaux n'existaient pas forcément pour avoir l'info. Et tourné dans tous les sens, j'ai acheté un bouquin sur la SCI pour comprendre comment fonctionnait une SCI. Et on a lancé un premier investissement à ce moment-là. Et après, ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'était surtout sur une discussion. On s'est dit, vas-y, on y va. Passage à l'action assez rapide sur le premier parce que moi j'avais le côté financier, lui il avait le côté terrain, donc on se posait pas trop la question. On a fait un petit appartement et un deuxième et ensuite voilà vraiment on a commencé un peu comme ça et ça a été au fur et à mesure où on a appris les premières expériences. On a fait pas mal d'erreurs sur les deux premiers, sur la stratégie, hein, puisque j'avais pas tout l'ensemble de la fiscalité qu'on est venu améliorer et vraiment ensuite on a commencé pour moi ce que j'appelle les vrais investissements immobiliers en 2019. Trop intéressant. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de cette erreur? Parce que peut-être que ça peut parler aux gens. Ouais. Parce que j'entends moi, des investisseurs qui démarrent aussi, qui se lancent en SCI en mode c'est trop bien. Je sais pas, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez fait comme erreur justement. Ouais, exactement. Ça me fait penser à un rapprochement, c'est-à-dire qu'en fait l'erreur c'est que j'ai voulu faire comme quelqu'un d'autre sans regarder si c'était adapté à ma situation. Là, ça a beaucoup parlé. À l'époque, mon père connaît pas grand-chose sur la partie stratégique d'investissement. L'IMO, nickel, ça lui parle, le terrain, il n'y a pas de souci. Par contre, pour donner le type d'investissement que c'était, appartement, emprunt sur 15 ans, pas de différé, location nue, pas de travaux. Et tout en direct, j'imagine, du coup, revenu Et foncier. un an. Ok. Du coup, en fait, le produit, moi je sépare toujours le produit qui est le bien immobilier du projet qui est en fait l'enveloppe, l'exploitation, l'enveloppe fiscale, ce que tu en fais en fait. Et donc les deux premiers projets, on est parti sur des produits très bons. On est parti sur un appartement en location nue à 12% sur Toulouse, centre, très intéressant. Sur ensuite un petit immeuble de 2 appartements, un garage, pareil entre 12 et 13% de rendement. Par contre, ben pareil, location nue, emprunt sur 15 ans, pas de différé, pas de travaux et une SCI du coup à l'IR. Ah ouais, la totale. Donc, en fait, on a juste copié le schéma que Ouais, appliqué parce que ben, moi, je me ouais, suis comme ça, qu'il y a peut-être pas 10 000 solutions non plus, tu vois. Je me suis pas plus renseigné. Je me suis dit, le fond, ça marche depuis 15 ans, pourquoi faire différent? ouais. Sauf qu'en fait, un,
on le sait aujourd'hui, quand je dis ça, tous les gens qui s'intéressent un peu à l'investissement immobilier se disent, bah oui, non, tu fais du meublé, etc. C'est plus intéressant fiscalement. Mais à l'époque, on a suivi, on a juste dit, OK, ils ont fait comme ça, on continue comme ça. Et donc, ben, en fait, moi, je faisais la déclaration des impôts, puisqu'on n'est pas obligé en revenu foncier d'avoir un expert comptable. Donc, c'était assez simple. Donc, à l'année, comme on empruntait sur 15 ans, on n'avait quasiment pas de cash flow. Par contre, on remboursait beaucoup de capital, mais même en ayant 12% de rendement, on n'avait pas de cash flow. Et à la fin de l'année, je déclarais les impôts et on prenait 2000 euros d'impôts. Et au bout de un an, 2 ans, je me suis dit, attends, c'est bizarre. On fait zéro à l'année et en plus, à la fin, on doit payer 2000 euros. Et c'est comme ça où en 2018 à peu près, je me suis dit, les 2 premiers projets, ils tournent bien. Ça, c'était cool parce que tu vois, certains locataires, on les a encore aujourd'hui. Donc, ils sont toujours là. Par contre, sur le projet, sur la stratégie, il va peut-être falloir faire quelque chose. Et du coup, ça m'intéresse. Est-ce que tu avais demandé un conseil à une sorte d'expert comptable ou au notaire ou c'était vraiment À l'époque, j'ai acheté un bouquin sur les SCI. Je me rappelle, il y avait SCI à l'IR, la SC, la société civile dans son ensemble, et la SCI à l'IS. Et moi, à l'époque, je voyais des choses sur la SCI à l'IS, notamment quand tu vends avec la réintégration des amortissements, etc., que si tu gardais longtemps, quand tu vendais, tu perdais beaucoup d'argent. Du coup, je m'étais bloqué par rapport à ça. Je me dis non, surtout pas des SCI à l'IS, tu vois, en fait. Et alors que c'est bête, hein, j'aurais pu creuser un peu le sujet, ça aurait peut-être été intéressant pour nous à ce moment-là. Je me suis braqué dessus, j'ai dit non, pas intéressant, impôt sur les sociétés, on n'a pas l'argent pour nous, enfin, un peu voilà, sans trop connaître. Et c'est pour ça que du coup, SCI à l'IR, on est resté sur ça. La seule chose, c'est on avait un notaire à l'époque qui nous a rédigé les statuts, du coup, de la SCI. Moi, j'ai lu le bouquin 3, 4 fois à peu près pour comprendre à peu près de quoi ça parlait, juste pour être en mesure de parler avec la notaire, de pouvoir expliquer ce qu'on voulait et pouvoir challenger. Moi, j'ai ce côté-là où je connais à peu près 80% de chaque domaine. Je ne suis pas expert dans un domaine en particulier, je connais 80% de chaque domaine et je suis capable de discuter avec des artisans, avec des fiscalistes, avec des agents IMO, avec des notaires, etc., exprès pour me dire, ben, je sais de quoi je parle et je sais aller challenger des professionnels dans leur domaine d'expertise. ah, c'est génial ce que tu dis là. Enfin, moi, je le recommande aussi aux gens de pas prendre, en fait, d'écouter les conseils sans comprendre, mais de vraiment creuser. Enfin, nous, en tout cas, c'est notre politique aussi avec Cyril, de comprendre. Parce que moi, je m'en rappelle encore, notre expert comptable, bah, justement, il voulait nous faire acheter une SCI à l'IR parce que lui, il faisait ça. Donc, il se disait, bah voilà, comme j'ai fait ça, bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, monsieur, madame. Et puis, je lui dis, non, 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 mais nous, on veut en vivre, en fait. Nous, on veut avoir de l'argent, on veut quitter nos boulots. Oui, mais non, mais ça, de toute façon, c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, mais nous, on veut le modèle fiscal qui soit idéal pour ce projet-là. Et en fait, on revenait avec tous nos arguments. On disait bam, bam, bam. Mais vous voyez, en LMNP, tac, 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 regardez les chiffres. Et on venait avec des tableaux Excel en faisant des comparaisons. Et en fait, on sentait qu'en face, en fait, il tenait pas les arguments. C'est-à-dire que il était dans son petit confort de conseil habituel et il était choqué presque que nous, on soit autant au fait de chaque modèle et qu'on allait vraiment au fond du sujet sur chaque point, quoi. Enfin bref, c'était mon petit partage. Non, mais en fait, tu as raison. En fait, on a la même philosophie là-dessus. Je conseille toujours de connaître l'info, de savoir comment ça fonctionne. En fait, l'idée, c'est pas de savoir est-ce que je dois faire une SCLIS ou une SRL de famille ou une SCLIR. C'est de comprendre comment ça fonctionne pour savoir à ce moment-là, tiens, je dois faire un choix. Je pèse les pour et les contre. En fait, il n'y a jamais du 100% pour et du 100% contre. En fait, et donc, en fiscalité, c'est de peser un peu le pour, le contre, de faire des tendances et de dire, OK, je vais là-dessus et je sais pourquoi, en fait, je vais vers ce choix-là et savoir quels vont être les inconvénients, on va dire, de ce choix-là aussi. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à l'audience, c'est que je suis sûre, je sais pas, dis-moi si je me trompe, tu regrettes pas ces 2 premiers invests malgré l'erreur fiscale. Dans On le sens vient où, de vendre le premier il y a une semaine et au final, même si on a fait 0 € pendant 7 ans, on dégage un peu plus de 50 000 euros net au bout de 5, 6 ans à peu près. Et ça, on va dire aucun autre projet, en ayant mis 0 € de notre poche, etc., aucun autre projet n'aurait sorti ça. ouais, donc en fait, au final, le passage à l'action, il est quand même récompensé, même si c'est pas parfait. C'est exactement ça. On aurait pu aller mieux faire, mieux optimiser, etc. Mais au final, en fait, on se rend compte que sur de la moyenne durée, on est passé à l'action. On a acheté au bon prix. Moi, c'était la seule chose que je regardais à l'époque. C'était vraiment le prix d'acquisition, le prix de revient par rapport au prix de marché en disant,
Dans le pire des cas, si je me trompe, je revends. Si on a fait une erreur, on a oublié un truc ou quoi que ce soit, on revend, on a perdu du temps, mais pas d'argent. Et en fait, avec juste ce pilier-là, ben, on sait que sur du moyen terme, on est toujours gagnant. Trop bien. Et donc, du coup, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ton père, il a que acheté des appartes séparés au fur et à mesure. Le Exact. premier invest, vous êtes encore parti sur un appart. Et le deuxième, tu as parlé d'immeubles. Donc, quand est-ce que vous avez eu le déclic de attends, on arrête les petits appartes et on part sur des immeubles? En fait, on n'a pas eu le déclic. Moi, j'ai toujours fonctionné aux chiffres. Comme je le disais, j'ai toujours fonctionné aux chiffres. Moi, tu m'amènes n'importe quel projet. L'année dernière, on était sur des constructions de villas. Enfin, peu importe le projet. Quand on me dit, ouais, c'est intéressant, ok, c'est quoi les chiffres? Peu importe, tu me vends une grange, ok, c'est quoi les chiffres? Et à ce moment-là, en fait, on avait donc ce premier appartement sur Toulouse. Lui avait fait beaucoup sur Toulouse ou proche région toulousaine. Sauf que on avait ce côté-là où on se dit, OK, maintenant, c'est plus forcément pour la retraite, mais c'est pour aller un peu plus vite et se dire, peut-être dans 3, 5 ans, 6 ans, on peut commencer à se dégager un revenu, lever le pied sur l'activité salariale, etc. et commencer un peu à profiter, en fait, de cet immobilier-là. Donc, on se dit, c'est cool, mais Toulouse, c'est bien, c'est plus du patrimonial, il y a moins de rendement. Donc, si on veut aller sortir un peu ce côté cash flow, il va falloir qu'on sorte de la région toulousaine. Donc, on a fait un cercle de 2 heures autour de Toulouse à ce moment-là, parce que mes parents ils sont toujours basés là-dessus, donc c'était plus simple, c'est eux qui faisaient un peu le côté terrain à l'époque. 2 heures, et donc on a fait Carcassonne, Béziers, Narbonne, un peu des villes secondaires à ce moment-là. Et en fait, on est tombé, donc il est tombé, parce que c'est mon père qui faisait les recherches, moi j'habitais au Nigeria à l'époque, donc je faisais toute l'analyse financière, tout le contrôle, mais sur place, c'était lui pour les visites et les recherches. Et en fait, ben, ouais, il cherchait pas forcément appartement, en fait, il cherchait globalité, bien immobilier dans le secteur. Et en fait, on a acheté un immeuble moins cher que l'appartement qu'on avait acheté avant. Trop bien. Donc, c'est par opportunité qu'il a vu cet immeuble et il s'est dit allez, go, quoi. En fait, par opportunité, lui, dans sa tête, il s'est dit, on achète 59 000, on a 2 apparts, un garage, on va louer à peu près 700, 800 euros. À 50 euros près, on n'est pas à 50 euros près. Bon, sur les 59 000, on va rembourser 300, 350 euros à la banque. Je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de rendement. Et surtout, ben, pas de charge de copro à ce moment-là, ce qui nous mangeait pas mal sur le premier bien, un peu les charges de copro. Là, il n'y en a pas, on reste un peu maître de notre gestion. Et donc, il m'a apporté ça, il m'en a apporté plusieurs à ce moment-là. Et donc, celui-ci, je lui ai dit, ben, écoute, dans les chiffres, on est bon. Si tu me dis qu'il n'y a pas forcément beaucoup de travaux aussi, on rentre dans nos calculs et go, quoi, en fait. Go, on saisit l'opportunité. Trop, trop bien. Et du coup, toujours avec aussi ta sœur en famille à quatre. C'est la même société. Du coup, c'était 6 mois après, à peu près. Là, on a dû faire sur l'été 2016 et là, sur début 2017, à peu près. Ok. Et donc là, alors j'ai envie de passer à la suite de l'histoire parce que j'ai l'impression qu'après, tu as un peu accéléré les choses. Ça, c'était les deux premiers, on va dire, une mise en bouche. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite, donc j'étais au Nigeria, après je suis parti en Égypte. Et quand je suis rentré en France en 2018, à peu près début 2018, on a vu que les 2 premiers projets marchaient. On a vu que la fiscalité, on s'était loupé. Il fallait qu'on améliore ce côté-là. Et j'ai fait, je pense, comme un peu tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé ce qui existait sur Facebook à l'époque. Je me suis renseigné en me disant, OK, il va falloir vraiment que tu trouves un moyen pour faire mieux en fait ce que tu fais déjà. Et à ce moment-là, on est tombé sur des vidéos YouTube de plusieurs personnes qui étaient déjà en train de faire ça, etc. J'ai compris l'amortissement, j'ai compris la location meublée, j'ai compris voilà, tout ce côté fiscalité pour optimiser l'exploitation. Et je me suis dit, OK, il faut juste qu'on fasse pareil, mais avec un autre format de société, puisqu'on voulait quand même rester ensemble. C'était plus simple pour nous en gestion, moi à l'étranger, mes parents sur place, etc. Mais on change de type de société et on y va. Et on s'était pas gardé pareil, c'est ce cercle de 2 heures autour de Toulouse. Mais du coup, à ce moment-là, moi, j'étais rentré en France et je me suis dit, pendant 3 ans, à peu près, 3, 4 ans, tu restes en France, tu fais l'investissement immobilier, donc en même temps que ton salariat, mais en restant en France, déjà, c'est un peu plus simple pour les visiter, pour les financements, etc. Et dans 3, 4 ans, tu vois ce que ça donne. Ça te dégage un petit truc, tu peux partir voyager pendant 6 mois et continuer de travailler pendant 6 mois. Je peux me mettre à mi-temps un jour sur deux. Enfin, voilà. Moi, l'idée, c'était vraiment retourner sur cette liberté de choix, me dire si j'ai envie de demain me lever et pas aller bosser, je me lève et je vais pas bosser.
Et puis le côté voyage, puisque ben, ayant vécu au Brésil pendant 3 ans, ça m'a donné un peu goût à partir un peu n'importe où. Donc, on a commencé à mettre ça. Et en 2018, on s'est dit, vas-y, go, on relance, on va dire, les acquisitions. Et on a fait, pendant 8 mois, on a fait, je sais pas, des centaines de visites. Moi, je faisais 5h30 train aller, 5h30 train retour pour aller visiter sur des week-ends où je pouvais venir et j'allais un peu aider mon père. Lui faisait 5 heures de voiture aller-retour pour aller visiter aussi, donc c'était pas forcément évident. Pendant 8 mois, on cherchait un peu la pépite. Et le problème, c'est qu'en cherchant la pépite, ben, on l'a cherché très longtemps. Parce qu'à chaque fois, il y avait toujours un petit truc à aller, pas un petit truc à aller, pas non, mais on trouvera mieux, on trouvera mieux. Et puis en fait, au bout de 8 mois, on a dit stop. En fait, on est un peu con. S'il y a 8 mois, on avait acheté le premier qu'on avait vu, ben, en fait, il aurait déjà commencé à tourner, il aurait déjà commencé à rapporter quelque chose. Et on a commencé à avoir un deuxième déclic en se disant, OK, il va falloir qu'on change un peu notre analyse, notre façon de vouloir investir et qu'on soit un peu plus réactif aussi dans nos prises de décision parce qu'on prenait toujours un peu de temps, etc. Des fois, les biens, ils partaient. Et à ce moment-là, début 2019, on a changé et on a fait 5 immeubles en 6 mois. Non, mais c'est excellent. Et en plus, c'est mais tellement mais riche d'apprentissage pour les gens qui nous écoutent parce que moi, je le vois dans les gens qu'on accompagne. Les gens, mais des fois, mais c'est pour des détails. Ils font tomber des projets que ça fait 5 mois qu'ils cherchent. Et puis, oh, la notaire a dit que le DPE, c'était pas très bien. Nana. Ah, bah, du coup, j'ai laissé tomber. Et je fais, non, mais. Ah, mais ça me parle tellement ce que tu dis, tu peux pas savoir. Que, en fait, la pépite parfaite, tu vois, elle n'existe pas qu'à un moment donné, il y a des défauts, il y a une part de risque. Et si tu l'acceptes pas, en fait, ben, t'avances pas, quoi. En avoir conscience. Et en fait, c'est un peu ça. Je pense qu'à l'époque, on avait un peu la même problématique que ben, des gens que tu t'accompagnes, que tu rencontres, des gens que j'accompagne, que je rencontre aussi. Ce côté, on partait un peu dans tous les sens parce que on avait vu, ouais, peut-être plutôt de la coloc, peut-être plutôt un appart, un immeuble, etc. Et en termes de zone géographique, même en termes de ce cercle, on était un peu sur plusieurs villes en même temps parce que ben, tu cherches et tu es toujours dans le stress de dire, bon, quand c'est que j'ai trouvé, quand c'est que j'ai trouvé. Donc, on s'éparpillait pas mal. Et après, quand on trouvait, à l'époque, on était sur un marché vendeur, c'est-à-dire que le vendeur, dès qu'il avait un bien qui était au prix, qui était pas trop mal, il claquait des doigts, entre guillemets, c'était vendu. Et du coup, nous, à ce moment-là, bon, on n'était pas encore rassurés, c'était une nouvelle ville, on partait sur des immeubles un peu plus gros. Donc, il y avait toujours cette peur de faire des erreurs un peu plus grosses, etc. Et je pense que c'était même psychologique. Des fois, je me retrouvais dans des visites, je me dis, mais pourquoi je suis venu? En fait, comme j'avais tellement envie d'acheter, je me déplaçais des fois pour rien. Je voyais une annonce, je faisais mes deux, trois calculs, j'allais, alors qu'en fait, j'aurais juste décroché mon téléphone. J'aurais posé une liste de 10 questions sur l'environnement, sur est-ce qu'il y a une VMC là, enfin, pour, voilà, juste pour cadrer un peu plus mon projet. Ben, en fait, sur 10 visites, il y a peut-être que deux que j'aurais réellement faites. Par contre, les deux, en fait, c'est ce qui s'est passé après. On a cadré un peu notre façon de travailler. La théorie, on l'a pas bougé. On avait la même théorie, on avait les mêmes connaissances. On a juste changé notre méthode de travail en se disant, il faut qu'on arrête de perdre du temps inutilement. On va cadrer en amont. Moi, j'étais à distance. Donc, par contre, les coups de téléphone au boulot, je pouvais les passer assez facilement. Mais je les passais et ça nous a réduit notre champ d'action derrière. Et par contre, ben, c'est comme ça qu'on a fait 5 immeubles en 6 mois. C'était que à chaque fois qu'on allait sur place, on avait déjà l'offre d'achat dans la poche. S'il n'y avait pas de surprise, et en général, il y en avait peu parce qu'on cadrait l'agent IMO sur ça, mais en fait, il n'y avait pas de raison qu'on n'achète pas. Et après, ben, le premier étant fait, on vient pour mettre les meubles parce qu'on gérait toujours des petits trucs aussi de notre côté. Au début, on fait un peu soi-même certaines finitions à la fin. On vient mettre les meubles, ben, quitte à être sur place, on fait des visites. Bim, ah, ben, l'agent IMO qui dit, ben, attends, j'ai aussi ça à vous montrer. Et en se créant ce petit réseau, plus en étant un peu plus régulièrement sur place pour les projets qu'on venait d'acheter, ben en fait, je pense que ce premier achat des 5 a aussi fait ce déclic en disant, ouais, mais en fait, regarde, c'est bon, t'es passé, il n'y a pas eu de, on va dire, par rapport à ce que tu avais estimé, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison que les prochains, ça se passe mal. Et donc, on a enchaîné comme ça. Trop, trop bien. Et du coup, là, vous étiez en mode, on veut que de l'immeuble. Vous aviez exclu après les appartements de vos recherches? Là-dessus, on était toujours un peu sur l'opportunité en début d'année, donc c'était mai 2019 jusqu'à novembre 2019, ces immeubles. Et en fait, il y a juste, vers la fin, je me souviens que certains agents IMO commençaient à bien aimer travailler avec nous et m'envoyaient des fois des appartements. Je voyais des fois sur le Bon Coin, comme je faisais la recherche tous les jours. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, il y a un appartement super intéressant, pas très cher. Et en sortie de visite, je me suis dit, attends, j'ai reposé mes calculs, pareil.
tu vas faire quasiment le même effort en restant dans la même ville. Donc, pour un appartement à 30 000 € que pour un immeuble où il y a 4 appartements, par exemple, pour 120 000, 150 000 €. Et en fait, je me suis dit, mais juste pour l'effet de volume, arrête. Perds pas. En fait, j'étais déjà inconsciemment dans cette recherche d'efficacité du temps et de mon énergie. Oui, parce que moi, j'adore saisir les opportunités. Donc, ça m'embêtait de dire non, en fait, à un appartement qui était hyper intéressant. Mais en fait, j'allais mettre de l'énergie chez le notaire, au financement, les travaux, la mise en loc, pour un projet de 30 000, alors que je pourrais mettre, on va dire, 20% de plus d'énergie pour un projet qui est 4 fois plus grand. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a plein d'opportunités. On va plutôt concentrer notre temps sur quelque chose où le rendement, le ratio temps, énergie, argent est meilleur. Trop bien. Non, mais alors, de toute façon, tu parles à une personne qui est. Moi, je ne veux plus de copropriété. Donc, moi, je veux que de la monopropriété de toute façon. En vrai, nous, on a 3 immeubles et notre résidence principale, là, on l'a acheté l'année dernière et on l'a acheté en copropriété. Et là, je dis non, mais plus jamais, quoi. Juste un appart, là, alors qu'on va habiter dedans, rien que ça me saoule de devoir demander l'avis de gens sur des trucs. Enfin, moi, ça me. Moi, je sais pas, mais en tout cas, de toute façon, moi, je dis toujours, si tu peux que acheter des appartes, achète tes appartes. Tu vois, enfin, tu fais ce que tu peux. C'est ça, c'est un choix. Après, quand tu as un peu d'expérience et que tu peux partir sur des immeubles, après, bah, va sur les immeubles. Et pour rassurer ceux qui nous écoutent, hein, les immeubles, on était entre 2 et le plus grand, c'était 5 lots, 4 appartements, un garage. On était entre 20 et 40, en prix de revient, je parle, parce que je parle toujours de travaux terminés, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. On était entre 50 000 et 200 000. Donc en fait, des fois on se dit immeuble, c'est hyper gros, etc. Non, c'était entre les immeubles. Dès que c'est 2 appartements, c'est un immeuble, hein. Dès qu'il y a 2 lots dans une maison d'habitation, on va dire c'est considéré comme un immeuble. Donc ça va entre 2 et 5 lots, c'est beaucoup de ce que j'appelle d'immeubles de ville, hein, d'anciennes maisons de ville ou avec un appartement par étage classique. Donc, c'est pas forcément très gros. Comme tu dis, tu as l'avantage de sortir de ce côté copropriété. Nous, je crois qu'il nous reste un seul appartement, je sais plus, qu'on a en copro, mais on rachète au fur et à mesure tous les autres appartements de la copro. Parce que voilà, parce que le syndic, il est à la rue complet et que, en fait, si on le gérait nous, ça irait beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Mais bon, là, c'était une opportunité, on a saisi l'opportunité et puis on rachète au fur et à mesure les autres appartements. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec ton papa. Parce que tu dis beaucoup on. Donc, ça veut dire que vous êtes. J'ai l'impression que tu inclus toi et ton papa, que vous étiez plus moteur sur les projets. Je sais pas si je me trompe quand je dis ça. Et la question que j'avais, c'est, tu vois, c'est marrant parce que eu la même conversation avec Jérémy Nabé. Je sais pas si tu vois qui c'est de Ça fait un bail quand je l'avais interviewé, parce que lui, son père, il n'était pas investisseur, mais il était dans les travaux. Et comment tu gères le fait que tu es un parent qui ait plus d'expérience que toi, et à un moment donné, toi, tu es l'enfant qui devient aussi un peu leader, et du coup, il y a une relation qui s'établit différemment au fur et à mesure du temps. Au début, il devait te prendre un peu de haut en mode attends, mon petit Joris, moi j'en ai déjà un petit paquet d'appart, tu vas pas m'apprendre ce que je fais. Et puis de montrer ta légitimité au fur et à mesure, et puis qu'après il se laisse emporter aussi par peut-être ta façon de faire. Enfin, En fait, ce qui est top, c'est que, entre guillemets, il me fait confiance sur ma partie et je lui fais confiance sur sa partie. C'est-à-dire que, on va dire, on a la chance d'être complémentaires. Lui, très côté travaux. Depuis toujours, il a fait ça. Il travaille dans une entreprise de travaux, chez Castorama. Donc, ouais, il est à jour d'un peu tous les nouveaux matériaux qui arrivent. Aussi, pareil, les éléments qui sont en défaut, ça marche pas très bien. Ils ont les retours clients, donc il le sait aussi. Donc, on a cet avantage-là de pouvoir rapidement, si on a des matériaux à choisir, on sait rapidement lesquels choisir en termes de rapport qualité-prix. Ça, c'est super intéressant. Là, je donne l'exemple, hein, tout chaud. On vient de rentrer là de 2 jours un peu de terrain. On avait une maison à vider qu'on vend en marchand de biens. On avait un appartement, les locataires sont partis. On faisait un petit peu le tour s'il y avait des petits travaux à faire en remise en état, plus la mairie qui passait pour le permis de louer. Et 3 appartements dont les travaux venaient de terminer. On finissait de mettre les petites décos ou les petits consommables pour mettre en location courte durée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on part tous les deux sur le terrain, moi, je vais faire toute la partie organisation. Organisation, la gestion du temps, les rendez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire, les priorités, etc. Et lui me suit là-dessus. Entre il me dit, OK, je te suis, tu fais ça, il donne ses idées, etc. Mais il sait que c'est moi qui ai le lead sur ça. Par contre, tu vois, l'appartement, il fallait faire quelques travaux après le départ des locataires.
c'est lui qui était 100% leader là-dessus. Installer les grilles de VMC, enfin les grilles pour les VMC, remettre deux, trois trucs en place, etc. Moi, j'étais la petite main, en fait, qui lui donnait l'ampoule et c'est lui qui gérait tout le reste, tu vois. Et donc, bah, du coup, on a cet équilibre-là, même si, bah, de toute façon, il y a toujours des accros à un moment donné aussi, on le cache pas. Mais on sait dans quoi on est bon, dans quoi on l'est pas. Et je pense que c'est ça le plus important. Là, je parle de mon père, mais en fait, dans toute association, puisque je commence à travailler avec aussi beaucoup de personnes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les sociétés d'investissement IMO, c'est de savoir quel est le rôle de chacun. Et si chacun fait bien son rôle, au final, ben, ça avance 3 fois plus vite que si on était deux à vouloir faire la même chose et à se marcher un petit peu dessus. Et notamment quand vous avez fait toutes les visites et que vous cherchiez la fameuse pépite, c'est qui était plus leader sur la partie négo et pour trouver les bonnes affaires? Alors, négo, c'est pas évident. Je crois on était mauvais en négo. En fait, même à l'époque, il n'y a pas de négo. À l'époque, comme c'était un marché vendeur, on était dans un marché très liquide, très vendeur. Si le bien il était au prix, il correspondait au prix de marché une fois travaux terminés, etc. Je pense que on a fait 13 projets aujourd'hui immobiliers. Sur les 13, si les 8 9 premiers, on les a pas négociés. Si tu négociais, ça partait. Et donc, c'était le truc de dire, ouais, j'ai négocié 3 000 euros, mais en fait, je vais pas l'avoir. Donc, en fait, peut-être pas essayer de négocier. Donc, sur la négo, pas forcément de lead à ce moment-là. Par contre, sur la partie sourcing de projet, donc recherche des biens, appel, etc., en fait, c'était un petit peu tous les deux, un peu plus lui parce qu'il était plus proche pour aller visiter. Mais moi, ayant du temps en journée, on va dire, mon activité salariale, j'arrivais à la scinder. Et au lieu d'aller en poste café, avec mes collègues, mais je faisais des recherches IMO. Le midi, je prenais juste un sandwich et j'appelais les agents IMO. Donc j'avais plus de temps pour passer des coups de téléphone, revalider des chiffres, etc. Et lui, par contre, comme il travaillait le matin et qu'il avait les après-midi de libre, était plus dispo pour des visites. Ok. En fait, on combinait un peu les deux. Ok, non, mais c'est super intéressant. Et du coup, alors, donc, vous avez fait votre fameux sprint en 6 mois, vous avez acheté vos 5 immeubles. Et ensuite, c'est quoi les next steps? Parce que l'épisode avant, c'est du coup, je me rends compte que je traîne et il faudrait que j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire de ce que tu fais en ce moment. Donc, c'est quoi les next steps? Du coup, bon, sur les 5 immeubles, on a pu en acheter que 4 puisque la veille du cinquième achat, la notaire nous a appelé, nous a dit, écoutez, venez pas, la mairie vient préempter. Ah zut! Donc, on avait le financement, les équipes travaux, elles avaient les clés déjà pour démarrer, etc. La mairie a préempté. Bon, tant mieux, ils ont rien, 3 ans, 4 ans après, ils ont toujours rien fait dessus, mais bon. Donc, on a fait ça. Ensuite est arrivé, donc ça c'était 2019, est arrivé 2020, Covid, etc. Sur les biens, là, on avait compris aussi un peu l'intérêt des travaux. Donc, on avait sur les 4 immeubles qu'on a acquis, 2 avec très peu de travaux qui ont tourné de suite et 2 avec beaucoup de travaux qui ont pris un peu plus d'1 an avec Covid, les problématiques qu'on a pu rencontrer sur les artisans. 2020, donc on a calmé un peu. Et après, 2021, 2022, 2023, on est à peu près à 2 ou 3 projets, je crois, par an, à chaque fois. Où là, ça a été dire, on a construit une base. En fait, ces 4 immeubles qu'on a achetés sur 2019, ça nous a fait une base de savoir ce qu'on était capable de faire, de ce qu'on pouvait acheter, de ce qu'on pouvait gérer en termes de travaux, en termes de mise en loc, de nous conforter sur ce qu'on avait estimé dans les chiffres. Ça tournait bien. Plus les 2 premiers petits projets qui tournaient sans qu'on ait à aller dessus. Moi, le tout premier projet, je l'ai vu que 2 fois dans ma vie, à l'achat et à la revente. Donc, mon père, il est allé un petit peu de temps en temps, 2 ou 3 fois, je crois, on va dire par an, maximum, et encore même pas 2 fois par an, dessus. C'est tout, ça tournait bien. Et après, par contre, du coup, c'était de se dire, ben maintenant, on continue un petit peu à chercher à l'opportunité. Donc, en 2021, on a fait un petit appartement, ben celui où on a copro, où on rachète le reste de la copro. Et après, on a fait un gros immeuble où on a 600 mètres carrés à peu près. On a 7 apparts et des locaux commerciaux. 2022, on a refait, moi j'ai racheté en région parisienne, j'ai racheté un immeuble en centre-France, là par contre en perso. Moi j'ai fait l'inverse, j'ai commencé en société et j'ai fini en perso. Et après 2022, moi je me suis arrêté de bosser, mon père s'est mis en mi-temps. On a fait 2 projets de marchand de biens, donc on a continué à investir en marchand de biens. Et en parallèle, aujourd'hui on est sur 5 projets en cours d'acquisition. Trop bien. Alors, j'ai des questions là qui me viennent. Déjà, c'est intéressant que tu dises que tu achètes en pro et en perso, parce que moi, ce que je dis aux gens, c'est que à terme, un investisseur aguerri, il a les deux. Enfin, que il n'y a pas l'un ou l'autre. L'investisseur accompli qui a vraiment un beau patrimoine, pour moi, l'idéal, c'est qu'il soit endetté au max côté pro et au côté perso, et qu'il y ait les deux qui tournent. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour ça, du coup, que tu as attaqué le perso aussi.
Et c'est pour ça. En fait, l'idée, c'est que il faut avoir de tout. Nous, aujourd'hui, on a du nom propre, on a la SCI à l'IR qui était la première, on a la SRL de famille, on a la SCI à l'IS, on a la SAS. En fait, on a de tout, immeubles, maisons, appartements, locaux commerciaux. Comme tu dis, en fait, on comprend l'importance de l'investissement immobilier dans sa globalité, d'acheter, de capitaliser, de valoriser dans le temps et de dégager des revenus, on peut le faire un peu avec tout type de produit ou tout type d'exploitation. Et à un moment donné, on va faire un peu de nom propre. Après, on va atteindre certains plafonds, mais c'est cool, l'argent nous appartient directement. Donc, dès qu'on atteint ces plafonds-là, que ce soit financement ou fiscaux, hop, on stoppe et on passe un peu en société, on s'associe, etc. On monte d'un niveau, on peut peut-être changer de société en fonction de la banque, de ce qu'elle nous demande de faire. Mais comme tu le dis, au final, à la fin, pour tout le monde qui veut créer un gros patrimoine, tu peux avoir aussi bien du perso que du pro et tout en ayant les mêmes objectifs sur l'immobilier. Et ensuite, la question moi, que je viens, c'est que tu as parlé de marchand de biens. Alors moi, je sais que typiquement, nous, c'est un truc qu'on ne fait pas avec Cyril et qu'on s'est toujours dit qu'on ne ferait pas. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler avec toi. C'est que, alors dis-moi, je vais peut-être dire des choses qui vont pas te plaire, mais tu me diras si tu n'es pas d'accord. C'est que moi, dans ma tête, le marchand de biens, c'est excellent pour des personnes qui veulent se créer du cash à court terme. Mais du coup, je vois ça quand même comme une sorte de travail de commercial parce que tu décroches un chèque, une sorte de commission à l'opération, mais c'est pas quelque chose qui tourne tout seul et qui travaille pour toi. Et du coup, bah, nous, en l'occurrence, on n'a pas besoin de ce cash, donc on ne le fait pas. Après, je comprends qu'il y a des stratégies où on a besoin de ce cash, mais toi, du coup, par rapport à ce que tu disais, mettre l'immobilier au service de son temps, est-ce que tu es content de faire des opérations de marchand de biens ou est-ce que tu as des gens qui les gèrent pour toi, peut-être? C'est peut-être ça la clé. Ah, exactement, c'est là où est la clé. En fait, pour moi, c'est comme on parlait tout à l'heure de la partie pro et perso sur l'investissement immobilier locatif. Le locatif et le marchand de biens, c'est aussi complémentaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon but a toujours été de me dire si demain j'ai envie de rien faire pendant 6 mois, je fais rien, mais j'ai quand même financièrement quelque chose qui tourne. De toujours pouvoir, si j'ai envie de lancer des projets entrepreneuriaux, de m'arrêter de bosser, partir voyager pendant 6 mois, j'ai pas de pression financière. Donc, le locatif vient à servir notamment pour ça, avoir un travail de fond. On sait que le locatif 100% passif n'existe pas non plus. On a toujours des choses à faire, même si on essaie de déléguer, d'automatiser un maximum. Sur le marchand de biens, l'idée, c'était quoi? C'est quand j'ai quitté mon boulot, mon père s'est mis à mi-temps, je me suis dit, la banque, elle va pas nous continuer de nous financer. Puisque, en termes d'endettement, on commençait à avoir les nouvelles règles d'endettement. On n'avait pas de contact spécifique pour continuer de nous suivre. Donc, on s'est dit, on arrête l'immobilier locatif. Par contre, grâce à notre réseau, on continue de recevoir des opportunités. Et donc, c'est là où je me suis dit, mince, attends, ça, je l'achète 220, ça se revend 280 en mettant un coup de peinture. C'est dommage. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi pas saisir l'opportunité, tester du marchand de biens. Et c'est sûr que en locatif, on va avoir un projet, on va dégager 400 euros, 500 euros de cash flow par mois. En marchand, en 6 mois, on dégage 50 000 euros sur un truc, on a juste mis un coup de peinture. Donc, en fait, c'est là où tu dis, oui, peut-être que j'ai pas quelque chose qui tourne en continu, mais en 6 mois, j'ai fait presque 8 ans de locatif. Donc, en fait, c'est un peu un combiné. Et maintenant, l'idée, c'est, on en a beaucoup parlé ce week-end avec mon père, c'est de se dire, à nous maintenant de mettre en place certaines méthodes, certains process pour que le marchand de biens ne nous demande pas trop de temps et qu'on puisse peut-être faire juste une, deux opérations à l'année. Et si à chaque fois on prend, on va dire, un billet de 50 000 euros en net, hein, après yes, c'est pas négligeable et on va pas le refuser. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on continue de chercher des projets immobiliers en fonction, enfin, on cherche, enfin, moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de chercher, mais on continue de recevoir des projets IMO. Comme on analyse les chiffres, on analyse toujours le marché immobilier aussi, combien ça pourrait se revendre, etc. Les problématiques, on achète des problématiques, des fois aussi de vendeurs, hein, des insalubrités, des locataires problématiques, etc. C'est comme ça qu'on crée cette valeur au moment de l'acquisition, qu'on arrive à négocier. Mais si on se dit au final, j'arrive à l'acheter 100 et qu'il en vaut 130, pourquoi pas le revendre de suite? Si finalement je l'achète 120, qu'il en vaut 130 et qu'il a mon rendement, et je le prends et je le mets en locatif, et peut-être dans 5, 6 ans, à ce moment-là, je viendrai le revendre. En fait, on se laisse toujours plusieurs possibilités. C'est au moment où on analyse. En fait, on ne va pas chercher des projets vraiment de marchand de biens, on va juste chercher des projets immobiliers. Et quand on fait l'analyse et qu'on voit la négo qu'on peut aller chercher,
on se dit, au final, marchand. Je prends l'exemple, aujourd'hui, on est sur un achat d'un appartement dans une copro à Toulouse. À la base, on s'est dit, on va faire du locatif. On a acheté sans condition de financement. On galère peut-être un petit peu à avoir le financement, même si on a des accords, mais bon, c'est que de l'oral, etc. Donc, on verra bien dans 2, 3 semaines. Et donc, on a réfléchi à plusieurs stratégies. On s'est dit, ben, dans le pire des cas, si la banque ne nous finance pas, comme on l'a acheté bien en dessous du marché grâce à cette condition, en enlevant la condition de financement, bon, on l'achète cash et on fait deux trucs. On fait un peu un plan parce qu'il y a des travaux à faire. Donc, on fait des plans 3D, on fait un projet et on le revend même 20 000 à 25 000 € de plus dans un mois, en fait. Et donc, c'est toujours d'être flexible et de s'adapter au marché. Ben mince, on n'a pas de financement, ben c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, on peut le revendre. Ouais, mais attends, mais en plus, moi, j'ai des personnes qui cherchent pour acheter. Ben, je leur vends. Derrière, on suit les travaux, on les aide, etc. Eux, ils ont un projet locatif. Nous, les projets de marchands, on les réussit que parce qu'on achète beaucoup moins cher du marché. Grâce à notre réseau, grâce à notre assurance financière. Ce bien-là, il en valait 120 000 quand il a été mis en vente. Il en valait vraiment 115 à peu près. On l'a acheté 80 parce que aujourd'hui, on a plus fortement négocié. Le vendeur, ça faisait 9 mois que l'acquéreur, il a eu son refus de financement, ça galérait. Il avait vraiment besoin de vendre. On arrivait au bon moment et on a dit, OK, par contre, pas de condition de financement. Dans 3 mois, c'est plié. Voilà. Donc, grâce à ça, derrière, on peut le revendre à un prix de marché classique et que quelqu'un derrière l'achète et a un bon rendement et pourra même dans 2, 3 ans le revendre avec une bonne plus-value derrière. Trop bien, mais non, mais ça se tient complètement et c'est cool. C'est vrai que après, moi je dis toujours, faut prioriser par rapport à sa vie aussi. C'est que ça prend quand même une charge mentale, même si c'est pas énorme et ça peut se gérer, parce que ça se discute. Je suis d'accord, on peut réussir à faire du marchand de biens. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, je sais pas, on verra un jour Et peut-être. ça dépend des marchés. Comme tu dis, nous, l'idée, c'est de ne pas chercher forcément des projets marchands de biens, mais c'est quand, si tu continues à vouloir faire un peu de locatif, Bah ouais. de regarder, de dire, ah ben tiens, finalement, ce projet-là, si on fait ça et ça, est-ce que c'est intéressant de se dire, on va dégager 400, 500 € par mois ou de récupérer 25 000, 30 000 €? Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que en fait, notre RP, mine de rien, c'est un peu un projet de marchand de biens. On a eu une opportunité d'un appartement qui était en dessous du prix du marché et puis on s'est dit, on peut pas ne pas l'acheter, c'est quand même trop bête. Tu sais, c'est comme si tu dis non à 50 000 € sur un plateau, tu dis, bah, tu dis pas non. En fait, la base du marchand, c'est ça, c'est juste d'acheter moins cher que le marché par opportunité, parce que tu étais là au bon endroit, parce que le vendeur avait une vente, parce que tu achètes le problème de quelqu'un d'autre à ce moment-là, ou parce que bah, Ok. tu es arrivé au bon moment. Et alors, du coup, toi, maintenant, aujourd'hui, tu as arrêté de bosser, tu as levé le pied, tu es à fond sur ton investissement immobilier et en plus de ça, tu as une entreprise de coaching en immobilier aussi, comme nous. Alors aujourd'hui, j'ai arrêté donc avril à peu près 2022, lever le pied sur le salariat. Donc j'ai fait toute la société, j'ai fait passer en perso les derniers projets. Au moment où j'ai eu mes derniers financements, ma boîte était déjà au courant que j'attendais juste ça pour valider mon départ. Et aujourd'hui, on va dire que l'immobilier, donc on a à peu près une quarantaine de lots aujourd'hui qui tournent déjà, sans compter les nouvelles acquisitions. Ça nous prend 1 heure par semaine, à peu près, maxi. Il faut pas que ça nous prenne plus. On travaille avec des équipes. Du coup, on a mis en place vraiment des systèmes pour que ça nous prenne le moins de temps possible sur les projets qui tournent déjà, pour exprès ben, se libérer vraiment ce temps-là et pas être contraint d'être tous les week-ends sur place, de pas pouvoir partir en voyage si on a envie de partir en voyage, de pas pouvoir lever le pied si on a envie de lever le pied. Donc ça, c'est, on va dire à peu près sur cette tranche horaire-là. Et à côté, on a les nouveaux projets, puisque là, on est sur 5 acquisitions en ce moment. Donc sur la phase financement, préparation des travaux, etc., qui prend, on va dire, pas mal de temps. Et en parallèle de ça, il y a le côté, comme tu dis, accompagnement, coaching, où au final, comme on le disait tout à l'heure, en fait, quand fin 2021, début 2022, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient ces problématiques-là j'ai rencontré en 2018 en mode, je pars un peu dans tous les sens. J'arrive pas à définir ma bonne stratégie. Appart, immeuble, SCI, non propre. C'est normal quand on démarre, qu'on n'a pas quelqu'un un peu mentor, comme moi j'ai eu pour mon père, ou comme des personnes qui ont déjà fait dans notre entourage. Ben, c'est pas évident de faire les bons choix pour soi. Et puis après des personnes qui derrière font des visites, mais se disent, OK, mais
Comment je suis sûr de ne pas me tromper? Est-ce qu'il n'y a pas plus de travaux que prévu? Est-ce que ça va bien se louer? Est-ce que la copro, il y a pas de, je vais pas me taper un ravalement de façade dans 6 mois? Donc, c'est normal d'avoir toutes ces questions-là qui viennent au moment de l'achat. Et donc, j'ai commencé à faire pour des amis d'amis, à droite, à gauche, un peu les conseils sur les investissements. Et puis, depuis à peu près un peu plus d'1 an maintenant, mai 2022, j'ai lancé la société d'accompagnement où on fait ouais, du coaching, comme on en discutait un peu format petit groupe, format personnalisé, où le but, c'est de prendre des personnes, moi, j'ai des personnes vraiment qui ont déjà toutes les connaissances théoriques, pas débutants purs, mais vraiment toutes les connaissances théoriques et on les amène vraiment sur du passage à l'action, sur de la méthode de travail. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le premier ou le prochain invest, ils puissent dupliquer un peu cette façon de travailler et en transmettant, comme on le disait tout à l'heure, le côté philosophie d'investissement immobilier, de comprendre comment ça fonctionne et être rassuré par ça. Ok, non, mais c'est super intéressant. Et la dernière question que j'avais, bah, après, on en reviendra, je demanderai aux personnes pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent te suivre. Mais juste avant, je voulais avoir, toi, ta vision de Joris dans 10 ans. Enfin, comment toi, tu te vois dans 10 ans t'imagines avoir explosé ton patrimoine? Est-ce que tu t'imagines avoir plutôt gardé le patrimoine plus ou moins tel qu'il est, mais avoir explosé côté entrepreneuriat? Est-ce que tu veux plutôt lever le pied et faire une vie un peu alternative? Enfin, c'est quoi ta vision un peu dans 10 ans Très bonne question. En général, alors déjà, je me fixe jamais d'objectif. Tu sais, on va la voir là, on va être bientôt début d'année, on va fixer des objectifs un peu pour le début d'année. Je trouve personnellement que fixer des objectifs, c'est se mettre des limites. Ah ouais, parce que alors moi, je suis fan d'objectifs, hein. Et En vas-y. fait, c'est le côté où objectif en disant voilà, il faut que j'achète deux biens, il faut que je fasse ça, etc. Je l'ai fait une année, je crois que c'était 2021. Ouais, j'ai fait IMO, entrepreneuriat et perso. Et en fait, comme c'est à ce moment-là où j'ai pris le déclic de quitter mon taf sur le début de l'année d'après, j'ai surperformé en IMO à ce moment-là par rapport à ce que j'avais prévu, ce que je m'étais donné. Par contre, tout le reste, je l'avais mis de côté puisque du coup, c'était devenu l'objectif, on va dire, prioritaire. Aujourd'hui, on va dire, j'ai plus une vision de me dire, tiens, dans 6 mois, j'aimerais à peu près sur le côté entrepreneuriat qu'on ait développé ça, qu'on ait mis ça en place sur les équipes, etc. que me dire vraiment en termes de chiffres exactement là où je dois en être. Sur la vision long terme, je me la pose beaucoup sur l'immobilier, parce qu'à la base, je m'étais dit, bon, j'arrête l'investissement locatif, ça sert à rien d'avoir une centaine d'appartes, il n'y a pas d'intérêt. Et me voilà avec une trentaine d'appartes en cours d'acquisition, donc c'est un peu, un peu différent. Enfin, c'est pas forcément dans la logique de ce que j'avais prévu. Comme je fonctionne beaucoup à l'opportunité, ça bifurque pas mal. Là, l'objectif que j'ai, c'est que sur l'immobilier, déjà, j'ai toujours une vision de 5 à 7 ans sur les projets locatifs. Je trouve que c'est la bonne période où on a bien capitalisé. Les projets IMO, ils ont bien pris en valeur. Et c'est cool d'avoir de l'IMO, d'avoir du cash flow, 500, 600 euros par mois. Mais à un moment donné, notre vraie valeur d'enrichissement, c'est le cash flow, plus tout ce qu'on capitalise, plus tout ce que le bien prend en valeur. Donc, à un moment donné, ben, il faut savoir récupérer ça aussi. J'ai pas forcément une vision de garder tous mes biens pendant 20 ans, parce que avant, pour trouver un bien, etc., du moment où je trouvais, du moment où je finissais la carrière, enfin de chercher, on va dire, où je trouvais que tout était mis en place, ça prend peut-être, on va dire, 3 4 mois. Aujourd'hui, ça me prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins de charge de travail, etc., parce que ben, c'est plus facile. On a l'expérience, on a les équipes, etc. Donc, je me dis, même dans 5 7 ans, ben, ce sera beaucoup plus simple si je vends, que j'ai envie de racheter des nouveaux projets. Donc, j'ai une vision un peu de tous les 5 7 ans de faire tourner un peu le patrimoine. Donc là, tu vois, ceux de 2016, on a commencé la semaine dernière, on commence un peu à revendre combiné avec du marchand de biens par opportunité, en fonction des projets qu'on trouve. Donc, en fait, de continuer sur faire cet effet boule de neige qu'on a commencé il y a 5 ans à peu près. Ben, les premiers projets ont tourné, là, on récupère par exemple 50 000 euros, 100 000 euros, on réinvestit sur d'autres projets un peu plus gros dans le locatif et petit à petit, en fait, cette valeur globale patrimoniale qu'on a, ben, tous les 3 4 ans, elle commence à grossir et continue de grossir. Ça, c'est parti IMO. Et ça, c'est uniquement utile si tu as besoin de cash, non? Non, parce que, en fait, à un moment donné, au bout de 5 7 ans, en général, c'est là où tu vas commencer un peu à payer des impôts. Oui, c'est vrai. C'est là où l'amortissement commence à s'arrêter. Et en fait, c'est pas forcément besoin de cash, c'est juste me dire, aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de l'appartement qu'on a vendu, on avait 50 000 euros immobilisés dessus, entre sa valorisation et ce qui nous restait à rembourser à la banque, 50 000 euros. On a un locataire est parti, on a voulu remettre en location.
On a eu une centaine de demandes alors qu'on avait monté le loyer parce que grosse demande locative. Là, j'ai dit à mon alternant, parce qu'on a un alternant qui bosse avec nous là-dessus, tu bloques, testes une vente pendant 2 semaines à ce prix-là. Ça se vend, tant mieux, ça ne se vend pas, on remet en loc. Et en fait, ça s'est vendu, on a eu trois quatre contacts, hein, une personne qui a acheté pour sa résidence principale. Et du coup, ben, en fait, ces 50 000 € aujourd'hui ils vont nous servir peut-être, au lieu d'avoir un projet qui en valait 110, donc on a récupéré 50, et qui nous dégageait 700 € de loyer, de revenus. Mais en fait, 50 000, on peut aujourd'hui les mettre sur un projet qui va faire 200-250 000 € et qui va dégager beaucoup plus. En fait, c'est ça, ce côté effet boule de neige, c'est que aujourd'hui, encore plus maintenant où les banques demandent de plus en plus d'apports, notamment sur des prêts professionnels comme on fait aujourd'hui, ben, le fait d'avoir de la trésor, de l'injecter, ça permet en fait de passer d'un petit projet qui a bien capitalisé à aller sur des projets un peu plus gros ou sur plusieurs projets de la même taille. Ok, donc en gros, tu fais un arbitrage et tu te dis, le cash que j'ai là qui est endormi, entre guillemets, dans un projet, il me donnerait plus de puissance. Mais en gros, si tu avais vraiment trop de cash à pas savoir quoi en faire, il n'y aurait aucun intérêt de le vendre. C'est parce que tu es quand même content de l'avoir en plus. Alors nous, sur celui-ci, on avait le côté aussi fiscal, comme c'était le tout premier, on s'était loupé sur Ouais, la... là, je suis d'accord. Un appart en copro, je suis d'accord que par principe. Aujourd'hui, l'arbitrage, je le vois sur plusieurs façons. Un bien qui t'embête et qui te fait chier parce que bah, mal acheté, charge mentale, copro qui te fait... Ok, c'est bon, tu te débarrasses. Même si tu fais pas une grosse plus-value, tu libères ta charge mentale de ça et tu réinjectes sur autre chose. Un bien, bah, du coup, si tu as besoin de trésor, comme là, c'était un peu le cas, en disant, bah, tiens, on a des opportunités beaucoup plus intéressantes parce que bah, entre les premiers projets qu'on trouve il y a 5 ans et ceux qu'on trouve maintenant, on a aussi des meilleurs rendements, des achats avec une plus grosse décote. Donc, cette réseau va servir sur des projets plus gros. Et ensuite, sur le côté, ben, si tu t'es loupé un peu sur la fisca et que cette somme, ces 100 000 € qui est investie là, sont plus intéressants, on va faire du meilleur rendement sur notre projet, même à taille équivalente, on va dire, partir parce qu'on s'est trompé sur la fisca. Comme tu dis, à part ces trois raisons-là, ou quand tu dépasses les plafonds, tu te dis, mais si j'achète là, je dépasse le LMP, Ouais. etc., tu n'as pas envie de passer l'LMP, hop, tu revends et tu arbitres sur un schéma, tu rachètes en société quelque chose, etc. Pour libérer peut-être un peu de capacité d'endettement, si par Et exemple voilà, c'était ça que je quelqu'un cherchais en serait... dernier pour du nom propre, du coup, libérer la capacité d'endettement en disant, bon, mais je suis là. Mais nous, c'était un peu le cas aussi pour celui-ci. Un emprunt sur 15 ans, c'est cool, mais ça fait une capacité d'endettement, enfin un endettement qui est très élevé parce qu'un remboursement très court. Donc, du coup, ça nous a permis de récupérer du cash et de libérer cet endettement aussi en parallèle. Bah, nickel. Super clair, les quatre raisons, j'adore. Les quatre raisons, c'était la charge mentale. Deuxièmement, le cash. Troisième raison, fiscalité. Ouais, une erreur sur l'achat, donc Ouais. fiscalité potentiellement. Et quatrièmement, Tu disais la capacité d'endettement. capacité d'endettement. Ouais. Est-ce qu'il est beaucoup pour des gens qui démarrent aujourd'hui, qui disent, ah ouais, mais je vais être vite bloqué. Moi, ce que je leur dis, écoute, achète-la, tu vas voir, tu vas avancer. Et puis dans 4 5 ans, en fait, ce que tu vois, c'est même dans 3 ans, c'est que avec l'expérience que tu prends, avec le réseau que tu fais, etc., tu verras que le premier, tu feras 3 4 fois mieux plus tard, mais il faut passer par le premier pour faire 3 4 fois mieux plus tard, parce que tu prends cette expérience-là, tu découvres ton marché, tu découvres ton réseau, et plus tard, tu vas arriver à faire mieux avec la même capacité d'endettement. En fait, tu vas Bah oui. j'ai plus de rendement derrière. Et en 3 4 ans, tu auras remboursé du capital, Et de la ça valeur, aura pris etc. de la valeur, donc il faut mieux le faire, quoi. Et l'importance de l'IMO, on en revient au tout début, c'est que même si vous n'avez pas une vocation à faire 10 biens sur l'année, faites-en un et en 3 4 5 ans, cette vision un peu moyen terme, en 3 5 ans, ça va déjà créer de la valeur nette sur votre patrimoine qui va vous permettre peut-être d'acheter quelque chose de plus grand, même pour vous, quelque chose de plus grand, quelque chose voilà, qui va rapporter plus sur du moyen terme. Excellent. Alors franchement, bravo. Je trouve qu'on a donné plein d'infos et plein de valeurs. En tout cas, j'espère que les auditeurs, ils sont contents. Donc, les personnes qui t'ont bien aimé et qui ont envie de continuer à te suivre, ils vont donc sur Instagram, sur le compte Meraxia. Je mettrai le lien dans la description. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où tu publies du contenu ou... Pour l'instant, principalement celle-ci, comme on disait, on essaie de se concentrer sur ça pour avoir, même si le format podcast et le format YouTube est top parce qu'on peut prendre un sujet complet et le traiter,
mais j'ai toujours ce côté un peu énergie. Et aujourd'hui, la priorité, c'est pouvoir mettre de l'énergie là-dessus pour que toutes les personnes qui me suivent déjà ou qui rejoignent aient un maximum d'infos, maximum voilà, de connaissances à ce moment-là. Bah nickel, bah, les personnes, elles savent où aller du coup. Et je mettrai le lien dans la description, comme ça ce sera plus simple. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux peut-être partager ou est-ce qu'on est bon? Ben écoute, non, dernier mot, comme on le disait, vraiment, en ce moment, on est sur un marché acheteur. On disait tout à l'heure, nous, quand on s'est lancé, on était sur un marché vendeur où les vendeurs, ils faisaient la loi comme ils voulaient, ils vendaient au prix qu'ils voulaient et bah, les acheteurs, si on ne se décidait pas rapidement, ça partait. Donc à ce moment-là, je lui déconseillais de négocier parce que pour pas grand-chose, on pouvait perdre le projet. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. C'est très intéressant ce marché, que ce soit sur l'immobilier, sur les DPE, sur un petit peu tout, parce que beaucoup de choses changent et ceux qui vont avoir l'info et la connaissance le plus tôt qui vont l'absorber vont prendre les décisions maintenant, pendant que d'autres vont être en train attendre en se disant, ben, j'attends que les taux redescendent, j'attends que les DPE changent, j'attends que ça. Et au final, les opportunités, elles viennent maintenant quand tout le monde est un peu dans le flou. Aujourd'hui, les vendeurs, ils baissent pas trop leur prix, mais ils ont quasiment pas de visites, très peu de visites. Et en fait, je le vois parce que je suis en relation constante avec des agences immobilières, etc. Et ils me disent aujourd'hui, les vendeurs, ils ont encore trop d'ego pour baisser leur prix. Par contre, ben, ils acceptent des offres. Ils acceptent juste, ne vous dites pas aujourd'hui, ouais, mais attends, il a 150, je vais pas proposer 110. Argumentez-le bien et faites. Dans le pire des cas, vous aurez un non. Comme dit un de mes associés, le non, je l'ai déjà. J'ai juste à aller chercher un oui. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à négocier parce que vous êtes sur un marché où les acheteurs ont la main. Par contre, voilà, faites des offres. Sinon, ben, de toute façon, si on veut acheter de l'IMO, si on ne fait pas d'offres, au bout d'un moment, il va falloir passer à l'action. Trop bien. Bah merci beaucoup Joris et puis bah j'espère que ça vous a plu. Merci à toi aussi pour l'invitation. Très plaisir de partager cette vision, comme on disait, de l'investissement IMO et de voilà, généraliste, on va dire, de comprendre un peu comment tout fonctionne. Trop bien. Et bah très très bien et puis bah bonne journée à tout le monde et à bientôt. À bientôt.